Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur la chaîne Perdition idéologique. Cette chaîne est le prolongement du blog Perdition idéologique. Elle complète le blog par l'interaction, c'est-à-dire par les dialogues avec nos invités qui sont experts dans les domaines très différents. Et aujourd'hui, cette émission va être consacrée au sujet qui intéresse beaucoup de monde, c'est le sujet du négationnisme. Je vais introduire notre invité avant d'introduire le sujet qui nous fait honneur de parler de ce sujet avec nous. C'est Philippe Wolosco. Philippe Wolosco est psychanalyste et psychiatre. Il est contributeur régulier à la revue Analyse freudienne. Il est membre de l'association Analyse freudienne et auteur des textes qui peuvent intéresser tous ceux qui nous écoutent. J'en cite quelques-uns, parce qu'il en a écrit beaucoup d'autres. Nul n'est censé ignorer la loi de la parole et du langage. Le sujet et ses passions de l'ignorance. Et nous parlerons de l'ignorance aujourd'hui. Et le deuxième texte qui m'a touché particulièrement et que je vous conseille à tous, la haine ne s'oppose pas à l'amour, mais au symbolique. Bonjour Philippe Olosco. Bonjour Yana. Alors aujourd'hui, nous allons parler du négationnisme, c'est notre sujet, et surtout nous allons aborder son fonctionnement psychique, car il y a beaucoup de travaux qui ont été déjà écrits par les historiens sur ce sujet. Le négationnisme est un terme créé en 1987 par l'historien Henri Rousseau pour désigner la contestation de la réalité du génocide mis en œuvre contre les Juifs par l'Allemagne nazie. Le mouvement négationniste apparaît en France en 1948 avec le livre de Maurice Bardèche, Nuremberg ou la Terre promise. Ce négationnisme naît à l'extrême droite et nourrit l'antisémitisme virulent. Valérie Gounet, l'une des chercheurs les plus importants en France aujourd'hui sur ce phénomène, écrit notamment sur ce livre. Selon Maurice Bardèche, les Allemands sont les victimes et les Juifs, qualifiés de menteurs, les principaux responsables et coupables de la Seconde Guerre mondiale. Avec l'aide des Alliés, ces derniers ont inventé les camps d'extermination afin de se disculper de leurs propres crimes. Ce sont les propos de Bardèche. Le Troisième Reich n'a jamais eu de volonté d'extermination des Juifs. Son projet s'inscrivait dans un rassemblement des Juifs vers l'Est, dans la constitution d'une réserve juive. Si la délégation française trouve des facteurs de gaz nocifs, elle se trompe dans la traduction et elle cite une phrase où l'on peut lire que ce gaz était destiné à l'extermination, alors que le texte allemand dit en réalité qu'il était destiné à l'assainissement, c'est-à-dire à la destruction des poux dont tous les internés se plaignaient en effet. Henri Rousseau, dans l'article connu Les racines du négationnisme en France, publié dans la revue Cité, explique, je cite juste une phrase pour comprendre de quoi il s'agit, la prégnance du négationnisme s'inscrit enfin dans la renaissance d'un antisémitisme contemporain de droite comme de gauche, car il constitue un élément essentiel de la judéophobie d'après 1945. Il n'est pas un effet d'idéologie actuelle hostile au judaïsme qui ne fasse référence d'une manière ou d'une autre à la Shoah, pour en dénaturer la signification, la minorer ou, cas extrême, la nier purement et simplement. Il ajoute, mais ce négationnisme se nourrit d'éléments postérieurs à 1945, notamment le conflit israélo-palestinien. Et donc, nous y sommes aujourd'hui, surtout après le 7 octobre, quand nous voyons sur les réseaux sociaux, dans certains discours politiques, des acteurs sociaux, des gens qui disent tout ce qui s'est passé en Israël, c'est la faute des Juifs, c'est eux qui ont fabriqué les images, c'est eux qui ont envoyé leurs hélicoptères et leurs drones pour tuer leur propre peuple, et ils y accusent les Palestiniens. Donc, les victimes libéraux, nous y sommes. Donc, les historiens ont bien décrit ce phénomène. Par contre, on n'a jamais souvent, on n'a pas souvent entendu les psychiatres et les psychanalystes en parler. C'est pour ça que j'ai invité Philippe Wolosco pour qu'il nous aide avec son expertise précieuse à ce sujet. Donc, ce que je voudrais aujourd'hui voir, c'est l'aspect psychique du négationnisme, parce que du point de vue historique, on peut très bien comprendre son fonctionnement. Donc, ma première question pour vous, Philippe, comment définiriez-vous le négationnisme en tant que psychanalyste ou même en tant que psychiatre? Lorsqu'on nie l'existence des faits, ne peut-on pas parler de ce qu'on appelle les faits délirantes ou psychotiques? Je ne sais pas si il faut utiliser ce terme, c'est peut-être tout à fait faux. Mais quel est votre avis à ce sujet? Pourriez-vous nous expliquer ça? Oui, alors merci Yana de m'inviter.
je vais dire les choses du point de vue de l'analyste que j'essaye d'être. Donc, je vais prendre les questions sur le plan des discours, parce que ça me paraît tout à fait intéressant. Euh, alors, le négationnisme, pour moi, ça ressortit plutôt à la question du déni ou du désaveu. C'est un phénomène assez intéressant, mais pour vous permettre de comprendre un peu ce que je vais expliquer tout au long de cet exposé, de cette interview, il y a une petite notion sur la psychanalyse que je vais essayer de vous présenter. Freud, dès le départ, met en place dans le développement de la théorie qu'il fait un principe qui est un principe presque biologique, qui est que il s'agit pour le psychisme d'arriver à se décharger des tensions, à satisfaire des besoins, mais les besoins apparaissent sous forme de tensions. Donc tout le système psychique est fabriqué pour pouvoir permettre cette décharge des tensions qui deviendront plus tard des pulsions quand le petit être humain a accès au langage. Et donc, cette satisfaction, ça porte un nom, c'est la jouissance. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que tout le fonctionnement du psychisme est fait pour permettre justement cette jouissance et dans le but de pouvoir euh, obtenir un maximum de jouissance euh, dans le développement. Le psychisme sert essentiellement à ça. C'est le sens du développement psychique, puisque l'être humain est un être de langage, c'est-à-dire de discours. Eh bien, le système psychologique que développe Freud est là pour permettre justement cette décharge des tensions, des pulsions, c'est-à-dire la jouissance. Donc, la jouissance, c'est un concept très compliqué, mais tout le monde en a une notion. Et on peut jouir d'un bien, on peut jouir de la vie, on peut avoir une jouissance à satisfaire ses besoins, ses envies, ses désirs. Mais comme l'être humain est un être de langage, l'introduction du langage va faire que l'être humain va fonctionner à partir du discours. La jouissance est un fait de discours. Ça n'est qu'un fait de discours, ça ne passe qu'à travers le discours, puisque l'introduction du langage va faire que l'être humain est déconnecté de son corps par l'introduction du langage, et donc il va dialoguer avec son corps à travers les pulsions, et donc le destin des pulsions est quand même d'arriver à la jouissance. Donc c'est important à comprendre cette question de jouissance. Alors comment ça fonctionne la jouissance euh, euh, à part ces quelques exemples que j'ai donnés, comment on va chercher à acquérir de la jouissance? Eh bien, il y a un modèle tout à fait intéressant qui a été développé par un penseur du 19e siècle qui est connu, qui s'appelle Karl Marx, qui a développé le principe de la plus-value. Et donc, chez l'être humain, la jouissance, elle fonctionne exactement comme Karl Marx décrit la plus-value. On peut parler comme ça d'un plus de jouissance ou d'une plus-value de jouissance ou d'un plus de jouir, qu'on peut entendre aussi comme un plus de jouir. Mais c'est, c'est bien ce phénomène-là de chercher à acquérir à chaque fois une plus-value de jouissance, et c'est ça qui va régir le comportement humain. Donc, comme je disais, la jouissance est essentiellement du discours. Et justement, la jouissance du discours est d'autant plus importante que, il y a une déconnexion aussi du discours et de la sexualité qui n'est pas celle de la procréation, hein. Donc, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de jouissance dans le discours sur la sexualité. Mais par contre, ça c'est des choses un peu compliquées si vous voulez, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une jouissance de l'énonciation. Le fait de parler, eh bien, ça fait jouir. Il y a des gens bavards, hein. Je veux dire, ça s'observe déjà chez les tout petits enfants, la jouissance du babillement, et il y a des enfants qui sont très bavards. On parle pour rien dire. Il y a des gens qui vont mettre un quart d'heure pour dire quelque chose qu'on peut dire en quelques phrases. Et pourquoi cette efflorescence de parole? Eh bien, c'est
une jouissance, c'est un plus de jouir, c'est une plus-value de jouissance du fait de pouvoir bavarder comme ça, de parler pour rien dire. Il y a quelque chose de standard. Voilà. Donc, le phénomène psychique qu'on repère dans le négationnisme, c'est celui du déni ou de désaveu. Alors, qu'est-ce que c'est que le déni? On parle parfois aussi de déni de réalité, évidemment. Une bonne façon d'en prendre conscience, par exemple, c'est de voir ce qui se passe avec les dénis de grossesse. Le déni de grossesse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est par exemple, et je pense que beaucoup d'entre vous ont pu rencontrer cette histoire d'un homme qui couche avec sa femme ou sa compagne, et puis elle lui téléphone le lendemain ou le surlendemain en lui disant, écoute, je suis à la maternité, je viens d'accoucher d'un bébé de 3,5 kg, et tout va bien, et que personne ne s'était aperçu de cette grossesse. Le corps réagit, c'est-à-dire que tous les signes extérieurs de grossesse chez cette femme ne se présentent pas, il n'y a pas la bascule du bassin, et donc il y a un petit gonflement du ventre qui peut paraître euh, pas très remarquable. Les femmes, quand elles n'ont pas de règles, parce qu'il y a des femmes qui vont provoquer des règles pendant leur grossesse, euh, justement sous l'influence de ce déni. Hein. Mais des femmes ne remarquent pas que pendant 9 mois, elles n'ont pas eu de règles, les compagnons non plus d'ailleurs. Et donc, il y a tout un phénomène. Je peux vous raconter comme ça une petite histoire. Je reçois un jour une femme qui est dans un déni de grossesse, et puis pendant la séance, le déni se lève, et tout d'un coup, son corps bouge, il y a, la bascule du bassin se produit, le ventre apparaît, etc. Et donc, elle sort du cabinet, et puis en sortant du cabinet, à quelques pas de là, elle rencontre sa pire ennemie, qui la regarde et qui lui dit, t'es enceinte? Alors que personne ne savait qu'elle était enceinte, mais à ce moment-là, ça se voyait. Donc ça donne une idée comme ça de la puissance du déni, de la puissance sur le corps, de la puissance sur le psychisme d'un sujet. Je veux dire, comment on va nier des choses comme ça? Je veux dire, ce déni est patent chez les enfants à la période de Noël. Ils vont croire au Père Noël alors que dans la rue, on voit tout le monde qui se balade avec des paquets partout. Et donc les enfants vont accepter de croire, malgré toutes les évidences, que ben, le Père Noël va venir et apporter des cadeaux. Enfin, des dénis comme ça, il y en a tout le temps et on en fait tous les jours, tout le temps. C'est un phénomène tout à fait normal. Hein. Donc, on produit des dénis. Par exemple, un chercheur qui travaille depuis 20 ans et qui commence à être reconnu pour ses recherches fait une découverte qui vient invalider tout ce qu'il a travaillé jusqu'à ce moment-là. Eh bien, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne le fait pas obligatoirement, mais qu'est-ce qu'il peut faire? C'est tout d'un coup oublier, mettre de côté cette découverte pour pouvoir continuer à jouir des bénéfices de sa découverte, de sa renommée, et de pouvoir continuer ses travaux. Hein. Donc, comment ça se manifeste le déni chez quelqu'un? C'est-à-dire que on va avoir deux motions tout à fait contradictoires, antinomiques, qui vont cohabiter sans aucune interaction entre les deux. La main gauche ignore ce que fait la main droite. Et donc, c'est une espèce comme ça de skis d'une personnalité où il y a deux parties qui semblent indépendantes l'une de l'autre. L'une ne tient pas compte de l'autre. Ça s'entend très bien quand on entend des gens qui disent, je sais bien, mais quand même. C'est quelque chose qu'entre nous, on appelle le louche-refus. Et donc, c'est un phénomène auquel on est tous les jours aux prises, parce que tous les jours, on a des petites contrariétés, et puis on va dire, bon, allez, on se le dit pas comme ça, mais ça se produit automatiquement. On ignore cette affaire-là, on continue notre vie, on continue à agir de la vie. C'est-à-dire que le déni, ça permet de pouvoir continuer une jouissance qui risquait d'être entravée par des éléments de réalité qui ne permettent pas à cette jouissance de continuer à se produire. Donc, le déni est un mécanisme qui permet essentiellement, comme un peu dans le sens où j'ai expliqué tout à l'heure que tout le psychisme est organisé pour pouvoir permettre une jouissance. Donc, le déni est là pour permettre effectivement à la jouissance de se produire, de se continuer ou d'en trouver de nouvelles, parce qu'on en trouve toujours de nouvelles. Il y a toujours tout un tas de petites choses dans la vie qui procurent des petites jouissances et plus-values de jouissance
qui est, qui sont plutôt, je veux dire, un peu le moteur de la vie. Alors, donc, le déni présente deux jouissances. Il y a déjà la jouissance propre au discours, que j'évoquais tout à l'heure, le fait de parler, et que plus on va aller dans le mensonge, plus on va aller dans la négation des choses, plus la jouissance va être importante. Donc ça, j'en reparlerai tout à l'heure à propos du révisionnisme, si vous voulez. Mais et il y a il y a la jouissance qui est celle provoquée par le déni, qui permet de continuer à jouir de mécanismes en cours ou de mécanismes qui peuvent se créer, de nouvelles formes de jouissance qui peuvent venir à partir à partir du déni. Alors maintenant, j'en viens à votre question, hein, après cette introduction un petit peu longue, la question du négationnisme. Ben, dans le négationnisme, il y a l'addition de trois jouissances en même temps. Addition ou multiplication, parce que parfois quand ça se multiplie, c'est encore meilleur. Donc, cette accumulation de plus-value de jouissance, hein. Il y a celle évidemment du discours, il y a celle de la jouissance propre au déni que je viens d'expliquer, et puis il y a la jouissance d'une passion, hein, qui est celle de la haine. C'est-à-dire que quand même, je veux dire, les passions humaines, l'amour, la haine et l'ignorance, eh bien, dans ces passions, il y a beaucoup d'énergie qui peut s'évacuer, beaucoup de tensions, beaucoup de jouissances qui se mettent en place dans la mise en place de ces passions. Voilà, donc pour conclure sur cette question, donc les négationnistes, eh bien, la haine et le déni, eh bien, ça, ça concerne tout le monde. Tout le monde a accès à cela et que quand on fait une analyse rigoureuse de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, etc., on se rend compte que malgré tout, ben, on a tous dans notre quotidien des petits dénis. Je veux dire, une idée nouvelle qui vient nous déranger dans notre façon de penser, eh bien, on va l'accepter d'un côté, mais de l'autre côté, on n'en tient pas compte. Et donc, ça n'a rien de psychotique. Le négationnisme n'a rien à voir avec un phénomène psychiatrique, n'a rien à voir avec une pathologie. Si on peut parler de pathologie, enfin, c'est du côté des psychiatres, parce que, bon, en tant qu'analyste, je ne considère pas que ce soit une pathologie, mais n'a rien à voir avec la psychose. C'est plutôt un mécanisme pervers, mais enfin, ça, c'est encore une autre affaire. Justement, alors pour rebondir à cette affaire, euh, tout le monde n'est pas sujet de ces passions dont vous parlez, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas négationniste. Vous pouvez avoir des gens complètement indifférents ou sans parti pris, à qui on expose les faits et à qui on montre des images, historiographiées, etc., et qui vont être convaincus par cela, c'est-à-dire qu'ils vont accepter cette réalité. D'autres, comme les négationnistes connus, notamment Forisson, qu'on connaît Guillaume, qu'on connaît Racinier, qu'on connaît, pour parler de ceux qui ont marqué l'histoire du négationnisme français, et, est-ce qu'ils auraient quelque chose de particulier en tant que sujet? Vous qui êtes psychanalyste, vous travaillez avec des sujets, non pas avec des collectivités. Le négationnisme est un phénomène collectif, mais il a commencé à partir de la prise de parole jouissive, apparemment, de sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans leur structure psychique de ces gens-là qui commencent à répandre et à diffuser les idées négationnistes? Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait des particularités psychiques. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans le négationnisme? Eh bien, il y a donc l'affaire du déni, dont j'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'il y a quand même une caractéristique importante du déni qui est la contagion. C'est-à-dire que quand quelqu'un est pris dans un déni, eh bien, ça se répand comme un virus tout autour et tout le monde en est pris. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, cette femme qui a pas ses règles pendant 9 mois, eh bien, la personne qui vit avec elle ne va pas non plus le remarquer. Oui, c'est une très bonne précision, car on voit effectivement qu'il s'agit d'une diffusion je ne sais pas si on peut dire de cette idéologie, mais de ce déni auquel les gens adhèrent facilement. C'est pas, je ne sais pas s'il s'agit peut-être d'une idéologie, mais en tout cas, il s'agit d'un moyen
qui permet effectivement à la haine de s'exprimer. Le négationnisme, je veux dire, a cette particularité de s'adresser, je veux dire, essentiellement à l'antisémitisme, hein. Et l'antisémitisme, bon, on a beaucoup écrit, on a beaucoup parlé dessus, mais pour moi, l'antisémitisme, c'est quand même la mère, c'est la matrice de tous les racismes, avec cette particularité que c'est devenu presque aujourd'hui, et en particulier depuis le 7 octobre, un modèle universel de l'expression de la haine raciste. On a vu des manifestations antisémites au Japon après le 7 octobre, alors que, je veux dire, on sait bien que le pays est infesté de juifs, hein, et, je plaisante, hein, mais je veux dire, il n'y a pas de juifs au Japon particulièrement. Enfin, il y aura peut-être quelques petites communautés, mais enfin, on ne peut pas penser qu'il y ait beaucoup d'influence. Et donc, ce côté comme ça, où l'antisémitisme est représentatif et le paradigme de toutes les formes de haine, eh bien, ça donne cette force particulière au négationnisme, puisque, je veux dire, l'écho que le négationnisme va trouver parmi les gens qui peuvent être réceptifs, donc des gens qui tout d'un coup, comme vous dites, sont pas spécialement impliqués là-dedans, mais qu'est-ce qu'ils vont voir? Eh bien, ils vont voir qu'effectivement, il y a un moyen, à travers le négationnisme, de pouvoir acquérir de plus de jouissance, une plus-value de jouissance. Et donc, c'est ça qui est tout à fait intéressant. Dans, ce qui fait qu'on va adhérer à un leader, c'est pas pour ses idées qui ne sont qu'un support, comme le tableau noir est le support de ce qu'on peut y mettre dessus, hein, et qui en soi n'ont pas beaucoup d'importance, si ce n'est, je veux dire, le fait qu'on va pouvoir penser qu'on va acquérir une partie de la jouissance de ce leader. C'est ce que Freud explique dans les psychologies des masses et analyses du moi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce plus de jouissance qu'on va prendre pour soi et que les idées qui vont être portées vont être plus ou moins facilitatrices pour pouvoir écouler, je veux dire, cette jouissance, pour pouvoir décharger cette jouissance. Et le négationnisme, donc, permet d'écouler deux jouissances en même temps, enfin celle du déni et celle de la haine raciste et antisémite, qui est effectivement la première, puisque on parlait de la contagiosité, du fait que ça se répand, eh bien, plus ça se répand, eh bien, plus c'est acceptable. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut limiter la jouissance pour un sujet? Il y a deux choses qui peuvent limiter, enfin, il y en a une troisième avec le désir, mais ça, c'est une autre question. Il y a deux choses qui viennent limiter la jouissance d'un sujet. C'est la culpabilité, la conscience de culpabilité, c'est-à-dire qu'effectivement, je veux dire, c'est le sens moral au point de vue de la société, ou pour chacun, c'est son éthique personnelle et que pour chacun dans ses pratiques, il a son éthique, et que on voit bien à quel point cette puissance peut parfois venir comme un tsunami, renverser toutes les valeurs, toutes les éthiques de chacun. Et donc, oui, ce qui peut limiter la jouissance, c'est la culpabilité, et l'autre chose qui peut limiter la jouissance, c'est la mort. Et c'est ça le sens de la pulsion de mort, ou un des sens de la pulsion de mort, c'est-à-dire que la pulsion de mort est une limite à la jouissance. C'est pas aller vers la mort, mais c'est ce qui vient mettre en disant, voilà, si on se décharge de toute notre énergie, eh bien à ce moment-là, il reste plus que la mort. Et donc c'est ce qui permet, par exemple, de continuer à vivre au-delà de la reproduction, parce qu'autrement, on pourrait, une fois qu'on a rempli notre rôle biologique, disparaître, ce qui n'est pas le cas. Alors, ce que j'ai pu observer, moi, après je veux dire, les horreurs du Hamas le 7 octobre, eh bien, c'est venu décomplexer une certaine forme d'antisémitisme, c'est venu les répandre, et ça devient un support beaucoup plus euh, autorisé, beaucoup moins réprimé par la conscience de culpabilité, puisque tout le monde le pense, donc plus il y a de gens qui le pensent, plus c'est autorisé, et donc ça permet ce déferlement mondial d'antisémitisme qu'on a pu observer dans le monde entier, c'est-à-dire même dans des endroits où il n'y a pas de juifs, et dans des endroits où il y a des juifs, ça se traduit par des actes encore plus violents. Mais je veux dire, il y a cette baisse de culpabilité qui est là et qui permet à ces idées de se répandre.
Ça me fait penser à ce que disait un psychanalyste israélien dans les années 60. Il disait que plus on fait du mal aux Juifs, plus on les accuse de ce mal qu'on leur fait. Exactement. On en est là. Et alors, la question qui n'était pas prévue pour notre entretien, mais puisque je vous écoute et j'ai quand même envie de la poser, même si vous n'avez pas de réponse, vous avez parlé de l'antisémitisme comme matrice de tous les racismes, en tout cas aujourd'hui. Est-ce que vous auriez une explication de pourquoi le juif collectif, concentre sur lui toute cette haine et donc tout ce qui va avec le déni, la jouissance et qui engendre le négationnisme et autres théories dont on parlera tout à l'heure. J'ai plein d'idées là-dessus, j'ai plein de théories, mais bon, euh, ce sont je sais pas vraiment, hein, je sais pas. Personne n'a pu donner une réponse définitive à cette question. Toujours est-il que, bien, ça l'est devenu et que est-ce qu'il y a une origine à ça? Est-ce que bon, on peut en évoquer tout un tas, mais en tout cas maintenant c'est un état de fait et c'est quelque chose sur lequel on peut pas revenir. C'est-à-dire que c'est comme ça depuis, je veux dire, des siècles, voire des millénaires. Euh, et plus ça s'établit, plus c'est fort, et plus ça devient quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. C'est là, ça sera là, euh, j'allais dire tant qu'il y a des juifs, mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de juifs pour qu'il y ait de l'antisémitisme. Oui, c'est une très bonne remarque. Euh, alors, j'avais une autre question à vous poser, mais vous avez déjà abordé un peu, un peu dévancé un peu. Je voulais parler du 7 octobre et de tout ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'on voit, les discours politiques, certains discours politiques, évidemment. Des tweets qu'on voit apparaître qui émanent non pas de Kidam, qu'on connaît pas, mais des gens qui occupent des postes à l'université notamment et ailleurs. Je vais les afficher sur l'écran après. Donc, ils disent que tout cela, ça n'a pas eu lieu, que tout cela, c'est une invention des Juifs. Et alors, ce qui est assez curieux, ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre psychiquement. On montre ces images, et ces images ne viennent pas des Israéliens. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée que si c'est un Juif qui parle, et si c'est un Juif israélien, il ment forcément. Mais ce sont des images qui viennent des caméras des terroristes. Ce sont eux-mêmes qui ont filmé leur cruauté et ce sont eux-mêmes qui ont diffusé ces images sur les réseaux sociaux. Comment est-ce possible que même cela soit nié? C'est-à-dire que ça, c'est vraiment incontestable. Ce n'est pas un logiciel qui fait des images, ce ne sont pas les Juifs qui l'ont inventé, ce sont des enregistrements qui ont été envoyés et diffusés par les acteurs de cette cruauté innommable eux-mêmes. Et on le nie. Vous savez, les meilleurs menteurs, ce sont ceux qui disent la vérité et qui changent juste un détail, qui changent tout. Dans les exemples que vous donnez, ce que j'entends, vous avez cité des paroles tout à l'heure, eh bien, c'est que sur les Juifs qui ont causé la Shoah, etc., enfin, c'est exactement la même chose, mais en miroir. C'est-à-dire qu'on projette sur l'autre ce qu'on a fait. Donc, ça renvoie à des questions un petit peu compliquées de transitivisme. Bon, transitivisme, c'est un enfant, par exemple, qui va taper un enfant et qui va dire il m'a battu. C'est-à-dire qu'on va imputer à l'autre ce qu'on fait soi-même. euh, et que quand on reprend cette image de l'enfant, on se rend compte que la distance entre attribuer à l'autre ce qu'on fait soi-même, c'est vraiment pas très loin. Parce que ce qui caractérise, par exemple, la haine, c'est que dans la haine, et là je réponds par anticipation à une question sur des gens, des juifs qui peuvent rentrer dans des trucs négationnistes, mais là, comme ça se présente, j'en parle. Eh bien, c'est ceci, c'est que la haine de l'autre, mais l'autre qu'on va haïr, c'est l'autre qui est en soi. Et donc, il n'y a pas de haine qui soit purement vers quelqu'un qui soit dans l'altérité, quelqu'un d'autre. C'est essentiellement cette partie de soi qu'on reconnaît chez l'autre qu'on va haïr.
Et euh, donc, on est dans ce même mécanisme, je veux dire, d'inversion. C'est-à-dire, c'est quand même la même image, hein. C'est comme en couture, vous prenez un patron, vous le retournez. Ou l'image en miroir. L'image en miroir, eh bien, exactement l'inverse de ce que les gens voient de nous, hein. Et en même temps, c'est la même chose. Donc, il y a cet effet d'inversion et que c'est la façon la plus juste de mentir, c'est de dire la vérité, mais on va juste changer un signe. On va passer du plus au moins, ou c'est pas moi, c'est l'autre, et, euh, et donc ça marche très très bien. Et c'est quelque chose euh, puisque c'est d'actualité, comme je veux dire, des pervers qui s'attaquent à des jeunes filles, et puis quand la jeune fille dit, ouais, mais tu m'as fait ça, et il va réussir à la convaincre que c'est elle qui l'a fait. Hein, non, non, c'est toi, la fautive, c'est toi qui as fait ça. Et donc, il va finir par en être convaincu, et à ce moment-là, donner son consentement. Mais c'est un mécanisme très, 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 très puissant. Donc, plus on est près de la vérité, plus ça marche. Mais il suffit de changer un petit détail, par exemple, de plus ou moins. Ça me permet de passer à une autre question qui est proche du négationnisme. Elle touche à un autre phénomène, à un autre concept, c'est le révisionnisme. Je vais citer un petit article de David Hack, qui est un spécialiste de la chose, où il essaie de définir ce que c'est, en parlant de la manière plus insidieuse de nier les choses. Donc, il cite 1980, l'historien allemand Ernst Nolte donna une nouvelle lecture des crimes nazis, interprétés comme une réaction aux erreurs commises par l'Union soviétique. Selon Nolte et quelques autres historiens allemands, en somme, les crimes nazis n'auraient pas été très différents des autres atrocités perpétrées pendant la Seconde Guerre mondiale. Peu après, Jürgen Habermas proteste contre Nolte et l'accuse de révisionnisme. Vous venez de parler d'un petit détail qu'on change lorsqu'on présente les événements de la manière dont ces affaires sont présentées par les négationnismes. Donc ça me fait penser à ce que les philosophes aujourd'hui, les historiens appellent le révisionnisme. Donc, question que je vous pose, est-ce que le révisionnisme relève du même phénomène? Est-ce que on serait dans le déni ou est-ce que à nouveau on est dans l'idéologie? En gros, bon. Est-ce que le déni comme phénomène psychique peut être nourri par l'idéologie et qui, elle, ne doit pas forcément être interprétée du point de vue psychologique? Alors, le révisionnisme, c'est clairement du déni. C'est-à-dire qu'on retrouve ce qu'on retrouve dans le déni, deux choses qui peuvent cohabiter ensemble sans que l'une dérange l'autre. La main gauche ignore ce que fait la main droite et réciproquement. Donc, on va mettre en place de dire, voilà, c'est un détail, ça n'a pas d'importance, ça compte pas. Euh, Comme dans le cinéma, c'est fille violée, ça compte pas, c'est pas grave. Et donc, ça, c'est un mécanisme qui est purement du déni. Alors, vous posez la question de l'idéologie. Moi, ma façon de penser les choses, c'est que l'idéologie n'est qu'un support. Sauf quand elle est mise en place d'idéal, à ce moment-là, ça prend une autre dimension. Mais le révisionnisme n'est pas nécessairement mis en place par l'idéologie. Il peut être au service de la haine, hein, de cette jouissance de haine, etc. Et c'est un moyen. Mais au fur et à mesure qu'on va démonter un certain nombre de mécanismes euh, qui empêchent de jouir, eh bien le psychisme, de la même façon qu'il se développe pour trouver des nouvelles façons de jouir, eh bien la pensée humaine permet de trouver des nouvelles façons de jouir, de nouveaux révisionnismes, de nouvelles façons de pouvoir jouir de ses passions, de la haine, de l'amour, hein, puisque on peut dire aussi que les pédophiles, c'est des gens qui aiment beaucoup, qui aiment peut-être un peu trop les enfants, hein. Mais donc, trouver des nouvelles justifications et des nouveaux supports. Donc, le révisionnisme en est un, comme vous le citiez, qui est particulièrement insidieux et qui, peut-être dans quelques temps, prendra d'autres formes nouvelles quand on sera obligé de redémonter à ce moment-là. Mais l'idéologie n'est pas première, hein. L'idéologie, elle sert de support, ça permet de chanter la culpabilité, hein. C'est ce genre de déni et l'idéologie est un support intéressant puisque, je veux dire, à ce moment-là, ça justifie que
qu'on ne se sente pas coupable, qu'on n'ait pas de problème de conscience, ce qui est une autre façon d'appeler la culpabilité, à penser ou à dire des choses pareilles. Et comme l'idéologie est aussi le fait du discours, donc on peut en jouir, hein, comme on jouit du discours. Oui, oui, mais l'idéologie, elle est surtout problématique quand elle est mise en place d'idéal. On peut développer des idées, on peut étudier la pensée d'un auteur, rendre compte de ses idées, s'en imprégner, être influencé par ça. Mais tant que on ne met pas ça en place d'idéal, à ce moment-là, tant que c'est comme ça, c'est pas dangereux. Ça va pas causer des révolutions, ça va pas causer des massacres, ça vient pas nourrir la haine, la haine raciste, la haine de l'autre. Voilà. D'accord, merci. Euh, une dernière question qui va peut-être être un peu plus complexe. Et c'est une question qui porte sur Noam Chomsky que nous avons mentionné. Euh, Noam Chomsky a écrit un texte, pas forcément un texte pour Porisson, mais un texte sur la publication de son livre où il défend la liberté d'expression, en sachant quel est le contenu de ce livre. Porisson prend le texte écrit par Chomsky pour la préface de son ouvrage sans demander l'autorisation de Chomsky. En tout cas, c'est comme ça que Chomsky présente les choses. Et alors, la question que je vous pose contient deux questions à la fois. Est-ce que on peut accorder à Chomsky cette idée que le négationnisme est une sorte de liberté d'expression? Et la deuxième question, comment est-ce que le juif Chomsky, qui connaissait le contenu du livre de Forisson, avait pu défendre la liberté d'expression qui n'est en fait que l'appel à la haine? Ouais. Une autre façon de nommer le déni ou le désaveu, c'est de parler de mauvaise foi. Hein. Je veux dire, on peut pas. Enfin, moi, j'ai du mal à penser que Chomsky soit parfaitement de bonne foi dans cette affaire. Hein. Et pourquoi? Donc ça, c'est la deuxième question. Et, je veux dire, c'est que effectivement, et probablement à son insu, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, la haine fonctionne souvent à l'insu. Je veux dire, je pourrais en parler par des exemples de relations entre des mères et des enfants, je veux dire, et des mères qui sont toutes inquiètes pour leur enfant, eh bien, c'est quand même avoir tout le temps des idées agressives à leur égard. Hein. On n'est pas obligé de penser que l'enfant, il va lui arriver quelque chose. Eh bien, la haine, elle est là d'une façon inconsciente et elle vient s'exprimer, comme je le disais tout à l'heure, à travers la haine de soi. Donc, qu'un juif, et il y en a plus d'un, hein, vienne soutenir des thèses antisémites, vienne soutenir des thèses révisionnistes, voire même parfois négationnistes, eh bien, c'est vraiment la haine de soi dont il est question, donc cette partie de soi qu'on va rejeter à l'extérieur, c'est pas moi, c'est l'autre. Et, et donc, ça donne ces situations incompréhensibles où des grands intellectuels peuvent soutenir des idées qui sont complètement incohérentes avec le reste de ce qu'ils ont pu produire dans leur vie. Et donc, je veux dire, c'est ce côté insidieux, inconscient. La haine est plus souvent inconsciente de la haine. Donc, selon vous, ça serait la haine de soi qui caractérise les personnes comme Chomsky et puis d'autres qui sont légion aussi aujourd'hui. Oui, oui, mais il n'y a pas de haine qui ne soit pas une haine de soi. Sauf que chez les uns, elle est peut-être plus forte que chez les autres. Elle prend d'autres formes, c'est-à-dire qu'effectivement, on va, on va projeter le soi sur l'extérieur ou pas. Hein. Et si c'est quand même ce qu'on observe de plus en plus aujourd'hui, la faute c'est toujours celle des étrangers, c'est-à-dire ce qui n'est pas soi. Et donc il y a ce mécanisme qui est proposé à la pensée, de penser qu'effectivement le mal, la cause de nos malheurs, la cause de nos difficultés, elle est liée à cette part étrangère qui n'est pas soi, alors qu'en réalité, on est tous quelque part étrangers à soi-même. Hein, comme disait Rimbaud, je est un autre. Hein. Et pour terminer cette passionnante conversation, la dernière question obligatoire, presque, euh, quand on fait de l'histoire ou quand on fait l'analyse de discours, quand on est sur une scène rationnelle, on peut toujours argumenter, présenter
les arguments rationnels, faire de la science. Quand on sait comment fonctionne l'esprit humain et quand on s'occupe de l'argumentation, on sait forcément bien que les pires arguments qui soient et qui ne passent jamais, ce sont les arguments rationnels. Beaucoup de théoriciens d'argumentation le disent. Alors la question qui se pose, est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, à- je dirais pas combattre, parce que c'est un terme trop guerrier, est-ce qu'on peut soigner cette haine de manière collective? Alors ça, de façon collective, j'ai pas de réponse. C'est pas, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je veux dire, ma pratique est une pratique toujours individuelle, personnelle, singulière, propre à chacun. Donc, évidemment, euh, ce qui, dans une cure analytique, permet de lutter contre les passions, contre cette jouissance, comme je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, c'est la question du désir. Donc, de mettre en place quelque chose d'un désir, ça permet effectivement d'être un frein. Au point de vue collectif, je vous donnerai cet exemple-là. Je pense que presque chacun a vécu dans sa scolarité un enseignant qui, animé d'un désir en rapport avec ce qu'il enseignait, a transmis ça à toute la classe et que tout le monde a vécu ça et que ce désir-là, je veux dire, a une fonction qui permet effectivement de limiter, de s'opposer à la jouissance et à la jouissance de la haine. Voilà, le rapport que je peux vous donner, c'est que ce qui peut s'opposer à ça, c'est le désir, comme celui qui peut animer des gens qui vont se donner beaucoup de difficultés pour expliquer, pour mettre de la rationalité, mais c'est peut-être pas la rationalité qui va être efficace là-dedans, c'est le désir à l'œuvre qui se transmet parmi les gens qui peuvent écouter ce genre de personnes. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez raconté. Je pense que chacune de vos réponses propose et offre aux autres des fils de réflexion vraiment très importants. Merci encore de votre participation. Merci beaucoup de m'avoir invité, Yana.